Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a terrorisé des millions de personnes sur Internet. Une histoire assez perturbante que beaucoup de gens sont convaincus qu'elle est vraie. Et voilà ce qui est intéressant et qui rend cette histoire-là encore plus fascinante à mon avis, c'est que c'est une légende urbaine moderne, c'est une fiction. Et pourtant, cette fiction-là s'appuie sur tellement de vérités historiques, des vérités historiques assez troublantes, mais aussi de sciences réelles que ça fait en sorte que la frontière entre le vrai et le faux devient complètement floue. Alors installez-vous parce qu'on va plonger dans l'expérience du sommeil russe. Bon, tout d'abord, je vous plante le décor. L'histoire commence supposément à la fin des années 1940, juste après la Seconde Guerre mondiale, donc on est en pleine Union soviétique. Et à cette époque-là, on est aussi en début de la guerre froide, donc c'est une période de paranoïa extrême. Il y a aussi de secrets d'État, il y a la course à l'armement entre les Américains et les Soviétiques. Selon la légende, des scientifiques russes auraient voulu trouver un moyen de garder les soldats éveillés le plus longtemps possible. En gros, créer des super soldats qui n'auraient jamais besoin de dormir. Et pour tester cette idée-là, ils auraient mis en place une expérience assez terrifiante. Ils auraient enfermé 5 prisonniers politiques dans une chambre qui était hermétiquement scellée. Ils leur auraient proposé un marché. Participez à cette expérience et vous serez libre. Et cette expérience-là consistait à rester éveillé pendant 30 jours en respirant une espèce de gaz stimulant, un gaz stimulant qui était expérimental. Et le but, c'était de pomper continuellement le gaz dans la chambre. Bon, alors voici comment l'histoire se déroule. Les 5 prisonniers sont installés dans une chambre scellée. C'est une installation assez basique. Ils ont des lits, ils ont de la nourriture, ils ont de l'eau. Ils ont même une salle de bain, une salle de bain assez rudimentaire. Ils ont même quelques livres pour passer le temps. Les chercheurs peuvent, quant à eux, observer à travers des petits hublots avec des espèces de verres épais et écouter grâce à des microphones qui sont placés un peu partout dans la chambre. On se rappelle, on est en 1947, donc il n'y a pas de caméra de surveillance. Là, c'est juste ces hublots-là et des micros. Le gaz commence à être pompé dans la chambre. C'est un stimulant expérimental dont personne ne connaît vraiment les effets à long terme. Et les scientifiques sont assez confiants qu'il ne va pas les tuer, il va peut-être juste les garder éveillés. C'est ça l'objectif. Les 3 ou 4 premiers jours, tout se passe normal. Les prisonniers discutent entre eux, font de la lecture, font les 100 pas. À ce moment-là, il y a même un peu d'optimisme. Après tout, de leur côté, c'est leur ticket de sortie. Donc 30 jours sans dormir en échange de la liberté, ça semble être un prix acceptable. Mais autour du 4e jour, les chercheurs commencent à remarquer un petit changement dans les conversations des cobayes. Les sujets arrêtent de parler de choses banales et commencent à évoquer presque exclusivement des événements traumatiques de leur passé. Des choses sombres, des choses douloureuses, bref. Là, leur ton devient de plus en plus agité. Et vers le jour à peu près 5 ou 6, l'optimisme qui était là au début, l'optimisme initial, disparaît complètement. Et là, les prisonniers commencent à se plaindre amèrement d'être là et à regretter d'avoir accepté. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Ils cessent complètement de se parler entre eux. Ils deviennent paranoïaques. Et là, chacun se retire dans son coin de la chambre, comme si les autres représentaient une menace. Et ce qui est particulièrement perturbant, c'est qu'ils commencent tranquillement à murmurer dans les microphones, croyant pouvoir négocier leur libération en dénonçant les autres prisonniers. Donc là, ils inventent des accusations, ils chuchotent des trahisons imaginaires en essayant de se vendre en échange de leur sortie. Évidemment, les chercheurs se contentent d'observer, assez curieux. Ils réagissent pas vraiment à des tentatives pathétiques de manipulation. C'est le matin du 10e jour que les hurlements commencent. Un des prisonniers, sans aucune raison apparente, se met à hurler à plein poumon. Et il hurle pendant 3 heures d'affilée. 3 heures. Il court d'un bout à l'autre de la chambre en hurlant comme un espèce de possédé. Puis soudainement, là, il s'arrête. Mais il continue de courir un peu partout. Et là, les chercheurs peuvent entendre sur les microphones qui fait encore des sons. Ce ne sont plus vraiment des cris. Ce sont plutôt des petits coups de main aigus, des genres de grincements. Il s'avère qu'il s'était littéralement déchiré les cordes vocales à force de hurler. Ce qui peut être le plus troublant, c'est que les autres prisonniers qui étaient avec lui réagissent pas du tout. Donc, ils sont tous dans cet espace confiné. Là, le type hurle à s'en arracher la gorge pendant 3 heures. Et les autres continuent leurs activités comme si de rien n'était. Mais aussi, pendant que ce prisonnier-là hurle à s'en arracher les cordes vocales, les autres font quelque chose d'assez étrange. Ils arrachent des pages des livres, ils les trempent dans leurs excréments, ensuite ils les trempent dans l'eau et les collent sur les hublots d'observation. Page après page, jusqu'à temps que les chercheurs puissent plus rien voir du tout à l'intérieur de la chambre. Voilà où on en est. Il y a un type qui s'est déchiré les cordes vocales. Maintenant, la vue est complètement obstruée.
Et là, il y a un silence. Un silence complet pendant 3 jours. Plus un bruit. Là, les chercheurs sont complètement désorientés. Ils surveillent les niveaux d'oxygène dans la chambre où ils étaient pour s'assurer qu'il y a toujours de l'oxygène qui est consommé. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore en vie. Là, ça signifie au moins que 4 ou 5 personnes respirent encore dans la chambre. Là, les scientifiques se disent ils sont probablement vivants. Mais pourquoi il y a un silence total de bord? Et là, passe 3 jours. 3 jours encore une fois dans le silence complet. Là, les scientifiques se disent il y a soit 2 possibilités. Soit les microphones sont cassés, soit il y a un problème avec les sujets. Alors là, ils décident d'utiliser une espèce d'intercom pour leur parler directement. Les scientifiques annoncent on va venir tester les microphones. On va entrer dans la chambre. Et si vous voulez qu'un de vous soit immédiatement libéré, allongez-vous au sol et résistez pas. Là, c'est un silence total. Et là, clair comme de l'eau de roche, il y a une voix qui répond dans le microphone qui dit on veut plus être libéré. Laissez-nous tranquilles. Là, les chercheurs au moins savent que le microphone fonctionne, ils savent qu'il y a au moins un vivant et décident de ne pas entrer et de continuer d'attendre. Et là, l'expérience continue. Et au 15e jour, là, ils décident que c'est fini parce qu'il y a trop de silence et ils décident de couper le gaz stimulant et commencent ensuite à pomper de l'air frais dans la chambre. Et là, c'est là que les hurlements recommencent. Mais cette fois, c'est pas des cris de folie de quelqu'un qui tourne d'un bout à l'autre de la pièce, c'est des supplications. Et là, les prisonniers supplient, ils crient, ils implorent que les scientifiques remettent le gaz. Là, ils se mettent à hurler comme s'ils étaient littéralement en train de mourir, les conjurant de ne pas arrêter le gaz. Les chercheurs finissent par ouvrir la porte de la chambre et ce qu'ils découvrent, selon l'histoire, c'est une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. Il y a 4 survivants, le 5e est mort, et son corps a été partiellement déchiqueté. Il y a des morceaux de chair qui ont été arrachés de sa poitrine et de ses jambes et qui ont été mis dans le drain au centre de la pièce. Et là, la pièce a été inondée. Il y a près de 10 cm d'eau stagnante et assez dégoûtante, on peut imaginer, qui est étendue partout sur le sol. Et les 4 survivants, se sont tous mutilés eux-mêmes. Des morceaux de leur propre chair aussi ont été arrachés, mais pas arrachés avec les dents, mais plutôt à la main, morceau par morceau. C'était pas pour les manger, parce que dans le fond, dans la pièce, les provisions de nourriture n'ont pas été touchées depuis plusieurs jours. Puis là, ils se sont tout simplement arrachés des bouts de peau. Donc, ça a occasionné des blessures assez terribles. Et malgré leur état catastrophique à ce moment-là, ils refusaient encore catégoriquement de quitter la chambre. Ils ont même continué de supplier à ce que le gaz soit remis en marche. Là, les chercheurs font venir des soldats pour les extraire de force. Ils ont peut-être peur un peu des détenus. Et là, la résistance est violente. Il y a un des prisonniers qui saute sur un soldat et lui arrache la gorge avec ses dents. Et le soldat meurt vidé de son sang. Et un autre prisonnier se débat tellement que ça rate se rompt et il meurt d'hémorragie interne. Là, à ce moment-là, il reste 3 survivants. Ces 3 survivants-là sont amenés dans une installation médicale qui était assez entravée, mais il y avait besoin de faire une chirurgie d'urgence. Et là, le plus gravement blessé, c'est lui qui est opéré en premier. Les médecins essaient de lui administrer un sédatif pour le préparer à la chirurgie, mais ça marche pas du tout. C'est comme s'il était complètement immunisé. Alors, le détenu continue de se débattre et continue de supplier qu'on le remette sous le gaz. Quand il tente finalement de lui donner un anesthésique, il résiste encore une fois, mais avec une force surhumaine, à un point où il déchire les sangles, des espèces de sangles de cuir qui le retiennent. Finalement, ils réussissent à lui injecter une dose assez massive d'anesthésique, environ 10 fois la dose normale. Et dès qu'il s'endort, son cœur s'arrête. Il meurt, instantanément, fini final. Le deuxième sujet, celui qui s'était déchiré les cordes vocales et ne pouvait plus parler, est amené en chirurgie. Et là, il se coud violemment la tête pour refuser les anesthésiques. Il se débat et il finit par s'évanouir d'épuisement. Et dès qu'il perd conscience, il meurt aussi. Il ne reste qu'un seul prisonnier vivant. Et les scientifiques, il a assisté à 2 morts dès que les sujets s'endormaient, décident de ne pas le faire opérer. Au lieu de ça, ils choisissent de le prendre et de le remettre dans la chambre et de tout simplement rallumer le gaz. Et apparemment, c'est la seule chose qui les garde en vie. Toutefois, avant de le remettre dans la chambre, ils le branchent sur un électroencéphalogramme pour mesurer son activité cérébrale. Et ce qu'ils observent est assez étrange, assez terrifiant même. Ces ondes cérébrales se mettent à plat complètement, comme une mort cérébrale, et ensuite reprennent, puis se remettent à plat encore et encore. Là, il y a un des chercheurs qui décide de regarder le sujet pendant les moments où la ligne est plate. Il réalise qu'à chaque fois que le prisonnier ferme les yeux, même une seule fraction de seconde, un petit micro-sommeil, si on veut, son cerveau meurt. Et là, il souffre d'une mort cérébrale répétée encore et encore.
Alors là, ils essaient désespérément de rallumer le gaz à temps. Et là, parce qu'ils voulaient tester, ils ont coupé le gaz, il y a eu la mort cérébrale, et là, ils essaient désespérément de rallumer le gaz à temps, mais ils n'y arrivent pas. Et là, le prisonnier finit par succomber à l'épuisement, s'endort et il meurt. Donc là, tous les sujets sont morts. Donc tout ça, c'est une histoire assez terrifiante et on peut comprendre pourquoi des millions de personnes ont cru à cette histoire-là, entre autres parce que cette fiction-là, cette histoire-là, cette légende-là, s'appuie sur des fondations sur des fondations de vérité qui sont réelles, qui sont documentées. Laissez-moi vous expliquer. Première raison, c'est que les expériences humaines comme ça, les expériences horribles, ont vraiment existé pendant la Seconde Guerre mondiale. On a l'unité 731, une unité japonaise qui était basée à Mandchourie de 1936 à 1945, qui ont mené des expériences assez atroces sur des dizaines de milliers de personnes, des vivisections sans anesthésie. Donc, ils ouvraient les gens vivants pour observer leurs organes. Ils ont fait aussi des tests d'armes biologiques avec la peste, le choléra, l'anthrax. Il y a même eu des expériences de joueurs où ils plongeaient des membres des prisonniers dans l'eau glacée jusqu'à temps que ça gèle complètement. Donc, tout ça, c'est massivement documenté. Il y a même eu un procès en 1949. Il y a aussi des archives qui ont été déclassifiées pendant ce procès-là qui montrent que c'est vraiment arrivé. On a aussi les nazis qui ont fait la même chose dans les camps de concentration, où il y a un médecin qui a fait des expériences d'hypothermie qui ont tué beaucoup de personnes. Aussi qui plaçaient des prisonniers dans des chambres de décompression où ils venaient simuler des altitudes de 20 000 mètres jusqu'à temps qu'ils meurent. Il y a Joseph Mengele qui a torturé des jumeaux à Auschwitz pendant quand même assez longtemps. Tout ça, c'est documenté. Ça a été documenté notamment dans le procès de Nuremberg en 1946-47. Donc, quand vous lisez une histoire de scientifiques soviétiques qui conduisent des expériences inhumaines en 1947, on fait immédiatement le lien avec ces expériences-là. Donc, ça semble plausible parce que des choses similaires, voire même pires, se sont vraiment produites. La deuxième raison, c'est que l'utilisation de drogue pour garder des soldats éveillés, c'est historiquement vrai. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont distribué des millions de comprimés de méthamphétamine pure à leurs soldats, particulièrement pendant l'invasion de la France. Donc, ça leur permettait de rester éveillés pendant des jours et de combattre la fatigue. Et les Américains ont fait pareil avec le benzédrine, qui est aussi un autre type d'amphétamine. Le général Eisenhower lui avait commandé des centaines de milliers de comprimés pour les troupes américaines. Et plus tard, dans la guerre, il y a des chimistes allemands qui avaient développé une drogue qui est encore plus puissante, une sorte de mélange de cocaïne, d'oxycodone, puis d'une autre affaire, je crois. En tout cas, je suis pas scientifique. Mais ils ont testé ça sur des prisonniers dans les camps de concentration et les forçaient à marcher pendant des jours sans s'arrêter. Alors, le concept d'un gaz qui garde les gens éveillés, cette histoire-là est fictive, mais l'idée générale de créer des super soldats qui n'ont pas besoin de dormir grâce à des stimulants, c'est quelque chose qui est quand même ancré dans une réalité historique qui est bien documentée. Et voici la troisième raison, la plus importante, c'est les effets qui sont décrits dans l'histoire. En partie, on parlait d'hallucinations, de paranoïa, de violence, même allant jusqu'à la mort. Ça, c'est des choses qui sont scientifiquement documentées. La privation de sommeil peut détruire le cerveau, peut détruire le corps. Si on regarde quelques faits, il y a une étude en 2018 qui avait été publiée dans une revue scientifique qui a analysé peut-être une vingtaine d'études avec des centaines de participants différents. Et ce qui se passe réellement quand on ne dort pas pendant plusieurs heures, d'abord, il y a entre le premier 24 et 48 heures, ils commencent à avoir des distorsions visuelles, les objets commencent à changer de taille, il y a aussi la perception de la profondeur qui commence à se déformer, les couleurs commencent à sembler différentes aussi et l'anxiété est croissante. Il y a même beaucoup d'irritabilité qui ont été documentées à ce moment-là. Donc, autrement dit, vous commencez à perdre un peu le sens du temps à travers tout ça. Ensuite, à 48 jusqu'à 90 heures, ils commencent à avoir des hallucinations assez poussées où là, les gens commencent à mal identifier les objets communs, à avoir des motifs géométriques qui n'existent pas. La pensée devient complètement désordonnée et là, la mémoire commence à lâcher sérieusement. Et là, quand on arrive dans 72 heures et plus, c'est là que les délires commencent. Il y a 3 types d'hallucinations qui apparaissent en même temps. Il y a les hallucinations visuelles, les hallucinations auditives et les hallucinations somatosensorielles. Et là, vient la paranoïa intense, la personne est complètement confuse, ses pensées sont fragmentées et il y a certaines personnes qui deviennent très, très agressives. Et là, quand on arrive à 120 heures ou plus, là, on parle de 5 jours et plus, là, on est dans un état psychotique aigu et ça ressemble pratiquement à un délire toxique parce que là, les hallucinations sont persistantes, les délires sont de plus en plus profondément ancrés et là, la déficience cognitive est très grave.
Le record documenté le plus long sans dormir, c'est Robert McDonald en 1986 où il a passé 18 jours et 21 heures sans dormir. Évidemment, il avait perdu du poids, il avait du mal à garder la nourriture et a eu des hallucinations massives. Et le cas le plus étudié scientifiquement, c'est Randy Gardner. C'était un adolescent de 17 ans qui était resté éveillé 11 jours. Ça s'est passé en 1964, mais c'était sous supervision médicale. Alors, au jour 10, il n'était même plus capable de faire des calculs simples. Il avait des hallucinations, de la paranoïa et était complètement désorienté. Et des décennies plus tard, en 2007, il aurait développé une insomnie chronique assez sévère qu'il aurait attribuée directement à cette expérience-là. Il y a même aussi une maladie génétique assez rare, je ne savais pas que ça existait, qui s'appelle l'insomnie familiale fatale. Donc, c'est une maladie qui détruit progressivement la capacité de dormir. Et les patients qui ont ça vivent entre 7 et 36 mois après l'apparition des symptômes. Et ils meurent littéralement parce qu'ils ne peuvent plus dormir. Donc, apparemment qu'il n'y a aucun traitement qui fonctionne. Donc voilà, l'histoire de l'expérience du sommeil russe est fictive, mais la science qu'elle décrit est terrifiante, mais aussi vraie. Et pour avoir été plusieurs jours sans dormir dans mon ancienne vie où j'étais militaire, disons que je peux confirmer qu'après plusieurs jours sans dormir, on commence à avoir des drôles de formes, du genre des arbres qui vous font babaye ou des buissons qui ressemblent à des personnes. Donc c'était rien de majeur ou complètement psychotique. Mais disons qu'avec le mélange de manque de sommeil et la noirceur de la nuit, il était difficile de distinguer. Puis oui, les hallucinations avaient commencé. Peut-être pas des hallucinations, mais disons que ma perception était altérée. La grosse crédibilité de cette histoire-là, évidemment, vient de la photo là, assez terrifiante là, qui circule avec l'histoire. Là, la photo que j'ai mise au début de la vidéo, là, une créature déformée, grotesque, qui fait peur. C'était supposément un des sujets de l'expérience, mais en vrai, cette photo-là, c'est juste une décoration d'Halloween, un genre de décoration animatronique là, qui était appelée Spasme, quelque chose comme ça. Donc, c'est un accessoire qu'on peut acheter en magasin, dans un magasin du genre Spirits Halloween. Et 15 ans après sa création, l'histoire vit toujours. On voit encore cette photo-là circuler, des fois même associée à d'autres légendes complètes. Il y a un film intitulé The Soviet Sleep Experiment avec l'acteur Chris Kattan qui est sorti en streaming. Il y a même des jeux vidéo sur Steam, il y a des romans, il y a une pièce de théâtre. Alors c'est devenu une franchise, c'est devenu un morceau de folklore moderne. Et bon. Si vous connaissez d'autres légendes urbaines assez virales qui mélangent un peu la fiction et les faits historiques, partagez-les dans les commentaires. J'adorerais en explorer d'autres avec vous. À bientôt pour une nouvelle histoire.